choisi le thème de corps étranger laryngo-trachéobronchique. C'est un thème qui n'est pas choisi au hasard, vu que c'est une urgence, pratiquement c'est une urgence vitale qu'il faut prendre en charge rapidement et d'urgence. Alors, le corps étranger des voies aérodigestives est un accident, heureusement, qui n'est pas aussi fréquent, mais il n'est pas également exceptionnel. Elle peut être un accident grave exigeant un traitement d'urgence et rapide, au milieu même extra-hospitalier, qu'il faut essayer de faire quelque chose selon, bien sûr, les situations qui se présentent. C'est un accident à ne pas sous-estimer, en particulier chez l'enfant. Il représente, il y a 5 à 10 enfants en décèdent chaque année en France par corps étranger des voies aériennes supérieures. Cet accident est beaucoup plus rare, bien sûr, chez l'adulte et le grand enfant. Un petit mot d'anatomie, une anatomie particulière chez l'enfant, vu d'abord l'étroitesse du larynx des voies respiratoires de l'enfant, l'étroitesse du larynx en particulier en suglotte. Alors le larynx de l'enfant comparé au larynx d'un adulte, il a la forme d'un entonnoir, contrairement à l'adulte qui a une forme cylindrique, une étroitesse en particulier en suglotte, ce qui favorise l'enclavement des corps étrangers dans cette région. Et bien sûr, il y a également la réactivité élevée de cette muqueuse respiratoire laryngée et laryngotrachéale, ce qui aggrave déjà cette obstruction par le corps étranger, par la formation par l'espasme et la formation d'œdème autour du corps étranger. Quelques chiffres, 7% des décès accidentels chez l'enfant de moins de 4 ans aux États-Unis. C'est l'apanage de jeunes enfants à l'âge de l'appréhension. Dès que l'enfant commence à utiliser sa main, il y a un risque d'inhalation de corps étranger. À chaque fois que l'enfant touche quelque chose, il le porte dans la bouche et dans ces cas, il y a le risque d'inhalation de ces corps étrangers. 2 tiers, c'est des garçons. C'est des garçons avec 2 pics. Le premier pic à 2 ans et le deuxième entre 6-8 ans. 6-8 ans, c'est en particulier chez les garçons qui commencent à bricoler. C'est des bricoleurs. Ils commencent à bricoler, à utiliser tout ce qu'ils trouvent tout autour. Avant 3 ans, c'est beaucoup plus les corps étrangers végétaux, type cacahuètes. Et après 3 ans, c'est les corps étrangers métalliques qui sont présents dans les jouets en général. Certaines professions pour l'adulte exposent au risque. C'est les couturières, les tapissiers, c'est là les aiguilles beaucoup plus. La nature du corps étranger, on peut trouver de tout, mais le plus souvent, il est organique, de type végétal. C'est la cacahuète qui est classée en premier. Elle dépend énormément des habitudes alimentaires et éducatives de la population qu'on étudie. Là, à titre d'exemple, en France, la cacahuète représente 90% des corps étrangers des voies aérodigestives supérieures, suivis par les noisettes et les amandes. En Chine, c'est les cacahuètes toujours et les grains de tournesol et les haricots. Au Koweït, par exemple, c'est les grains de pastèque. En Algérie, on a toujours les cacahuètes, les olives et les fruits secs. Et dans les pays industrialisés, c'est les emballages, c'est des morceaux des emballages alimentaires qui sont les plus fréquents. Le siège, heureusement, 75% des corps étrangers se bloquent partent dans les branches. C'est surtout la branche droite pour des raisons anatomiques, qui est le siège de ces corps étrangers, suivi par les corps étrangers trachéaux et laryngés qui représentent des pourcents, mais sont les plus graves. Les circonstances d'accident ou d'arrivée de ces accidents, soit au cours d'un repas, c'est l'enfant qui fait une fausse route. Chez l'adulte, elle représente la circonstance de survenue la plus fréquente. Soit pendant l'apéritif ou les soirées, il y a toujours des cacahuètes
ou des fruits secs dans les soirées, là, c'est l'enfant qui glisse à l'attention des parents et prend ses cacahuètes ou ses fruits secs et les met dans la bouche et puis il les inhale accidentellement. L'inhalation accidentelle également, c'est quand l'enfant met un objet dans sa bouche et puis dans des situations à l'occasion d'un choc, d'une surprise, lorsqu'on lui fait peur, il sursaute et il fait une inspiration profonde et il aspire ce corps étranger dans les voies respiratoires. Et puis, il y a les aspirations malencontreuses lors de l'utilisation des jouets comme les sifflets et tout. Alors, l'enfant inhale ou aspire vigoureusement ce corps étranger dans ses voies respiratoires. Cliniquement, c'est le syndrome de pénétration. C'est quoi le syndrome de pénétration? Ou bien le syndrome de pénétration, c'est un signe qui est rapporté en général par l'entourage, par les gens qui ont assisté à cet accident. C'est soit les parents, c'est pas forcément les accompagnateurs. Parfois, les parents, on leur apporte juste cette notion de syndrome de pénétration. C'est un signe très important qui peut nous aider, nous orienter vers le corps étranger et bien sûr, prendre les mesures nécessaires, même s'il n'y a pas une dyspnée importante ou une gêne importante lorsque vous recevez le patient. Alors, c'est un accident qui est brutal et bruyant chez un enfant qui est apéritique, qui est jouant en excellente santé. C'est un enfant qui est en excellente santé. Il fait une dyspnée brutale. Il était en excellente santé, apéritique, avec association de rougeur, de cyanose au moment de l'inhalation du corps étranger. Ça peut disparaître par la suite, mais l'apparition ou la notion de cette cyanose ou de cette suffocation intense au moment de l'inhalation du corps étranger est très importante, avec des efforts de taux caractéristiques, c'est une taux expulsive. L'enfant essaiera d'expulser des voies respiratoires ce corps étranger. Mais bien sûr, on peut recevoir un patient avec juste quelques signes, quelques secousses de toux qui parfois ne nous orientent pas vraiment vers le corps étranger. Il faut faire attention lorsqu'il y a cette notion de syndrome de pénétration. Il faut prendre au sérieux le patient et bien l'examiner et l'orienter dans les bonnes structures. À l'examen, soit une dyspnée laryngée avec des bras dyspnées inspiratoires, terrage, bien sûr sans fièvre, il n'y a pas de fièvre, c'est une dyspnée sans fièvre, des signes de corps étranger bas situé, un wheezing, une asymétrie à l'auscultation, et puis soit c'est un corps étranger qui est méconnu, ancien. Là, c'est des infections pulmonaires, bronchopulmonaires à répétition. Lorsque ça survient chez un enfant, il faut penser à cette notion de corps étranger et explorer ce patient dans le sens du corps étranger. Les examens complémentaires, bien sûr, ne doivent pas retarder la prise en charge. On ne demande pas d'examen complémentaire, sauf si le patient est bien stable, il est pris en charge, il n'y a pas de dyspnée. Et puis, il ne faut pas demander des examens complémentaires inutiles et loin de la structure d'urgence. On a la radiographie qui peut être bien sûr normale, on peut voir tous les signes, mais elle peut être normale, mais surtout c'est l'endoscopie. L'endoscopie, c'est la plus utilisée à viser d'abord diagnostic. On fait le diagnostic de ce corps étranger, on voit ce corps étranger, et si possible, on extrait ce corps étranger. Ça peut faire également, c'est peut-être à visée thérapeutique pour extraire ce corps étranger. Bien sûr, la simple suspicion nécessite, si on suspecte un corps étranger, il faut réaliser cette endoscopie dans les plus brefs délais pour diagnostiquer ce corps étranger et le prendre en charge avant l'apparition des complications qui peuvent être létales. L'endoscopie bronchique, le tube rigide sous anesthésie générale ou le tube souple au fibroscope qu'on peut utiliser. Si l'enfant arrive en état d'asphyxie, l'endoscopie rigide sera préconisée par voie orale, sans anesthésie. Si l'enfant n'est pas asphyxique et si les conditions bien sûr ventilatoires et respiratoires le permettent, on peut utiliser ce fibroscope pour déjà faire le diagnostic du corps étranger et faire l'extraction en même temps.
au bloc opératoire, bien sûr, sous anesthésie générale, avec du matériel spécial, des pinces spéciales, une instrumentation spéciale pour corps étranger, pour ne pas risquer soit de casser le corps étranger, de fragmenter le corps étranger dans les voies respiratoires, ou bien de l'enclaver dans un endroit qui sera difficile pour extraction. Voilà le matériel qu'on utilise et on peut arriver jusqu'aux branches et retrouver le corps étranger et essayer bien sûr l'extraction. L'extraction, si elle est possible. Les corps étrangers laryngés, il est particulier en raison de la gravité du tableau clinique et du risque de blocage dans les régions glottiques et sous-glottiques. La sous-glotte en particulier chez l'enfant, c'est un espace étroit, non extensible. Alors les corps étrangers risquent de se bloquer dans ces endroits et bien sûr, si le corps étranger s'enclave dans ces zones, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour agir. En cas d'asphyxie aiguë immédiate, ça peut donner une asphyxie aiguë immédiate et foudroyante ou une dyspnée laryngée qu'on peut bien sûr juguler. C'est une urgence qui n'est pas vraiment vitale sur le champ. L'extraction par voie endoscopique est impérative de toute urgence en cas de diagnostic de ces corps étrangers laryngés, bien sûr avec le matériel adéquat. C'est un corps étranger qui est bloqué en sous-glotte, entre les deux cordes vocales, la glotte et la sous-glotte. Il est heureusement radio-opaque, on arrive à le voir en radiologie, mais ce n'est pas toujours le cas lorsque c'est des corps étrangers végétaux. Les corps étrangers trachéobronchiques, il faudra toujours évoquer la possibilité d'un corps étranger devant la symptomatologie broncho-pulmonaire aiguë récidivante. C'est des infections à répétition, c'est des problèmes broncho-pulmonaires récidivants. Devant la notion de syndrome de pénétration, il faut toujours faire une endoscopie trachéobronchique dans les meilleurs délais pour, bien sûr, essayer de diagnostiquer ces corps étrangers et les prendre en charge le plus tôt possible. Ce corps étranger des voies trachéobronchiques, il peut être soit mobile, soit enclavé. Le cas, là c'est un corps étranger au niveau d'une branche droite. Il est radio-opaque également. Il peut être radio-opaque. Le corps étranger mobile, le risque est double. Le corps étranger, il peut avoir une aggravation de la dyspnée ou des problèmes respiratoires brutalement lors de la mobilisation de l'enfant. Il ne faut pas mobiliser un enfant lorsque vous suspectez un corps étranger mobile. La mort subite en cas d'enclavement laryngé ou trachéal, en particulier en sous-glotte. Les corps étrangers enclavés, la tolérance du corps étranger, bien sûr, dépend du type du corps étranger et elle est en fonction du volume, de type de corps étranger et du calibre de la branche ou des voies respiratoires chez l'enfant. La conduite à tenir thérapeutique, elle est à 3 niveaux, en milieu non médical, en milieu médical non spécialisé, en milieu médical spécialisé. En milieu non médical, c'est des manœuvres de sauvetage qu'on va voir ultérieurement. En milieu médical non spécialisé, il faut essayer de maintenir l'enfant ou le patient en vie. Et en milieu médical spécialisé, là, il faut essayer l'extraction, le sauvetage, l'extraction de corps étrangers, soit par voie endoscopique le plus souvent, ou des cas, parfois ça nécessite des extractions par voie à ciel ouvert, par voie externe. Au milieu non médical, c'est les manœuvres de sauvetage, la manœuvre d'Imlich qui est répétée 3 à 5 fois de suite. Pour le jeune enfant, on préfère la manœuvre de Montfin-Sens qui est en particulier chez les nourrissons, les petits enfants et les nourrissons, c'est des petites claques sur soit sur le dos, derrière entre les deux omoplates, ou bien c'est des compressions abdominales
qu'on ne va pas détailler. C'est des manœuvres de sauvetage qu'il faut prendre, avec les claques également dorsales. C'est des manœuvres de sauvetage qu'il ne faut pas pratiquer lorsque le patient est stable, lorsque le patient ne présente pas des signes de suffocation. Sinon, il faut les utiliser lorsqu'il y a des signes, une asphyxie importante avec une mort imminente. Là, on a droit d'utiliser ou de pratiquer ces manœuvres pour essayer soit d'extraire, de pousser le corps étranger à l'extérieur, soit, sinon, si le patient est stable, il y a le risque d'enclavement du corps étranger et de provoquer une aggravation de la dyspnée du patient. En milieu médical non spécialisé, si l'état respiratoire du sujet s'aggrave, il faut intuber le patient. Et si le corps, à l'intubation, si le corps étranger est visible dans la région laryngée ou la région sous-glottique immédiate, on peut tenter l'extraction à la pince de Magil. On peut tenter une extraction de ce corps étranger, mais sinon, si le corps étranger n'est pas visible, ça veut dire qu'il est bas situé. On tente une intubation et à l'intubation, on tente de pousser le corps étranger dans une branche pour libérer déjà un poumon, pour permettre une respiration, sauver le patient et puis bien sûr, une endoscopie est indiquée pour l'extraction de ce corps étranger qui sera mis dans une branche le plus souvent droite. En milieu spécialisé, la simple notion de syndrome de pénétration impose une endoscopie, impose une exploration endoscopique des voies respiratoires. Et puis, si l'enfant arrive en état d'asphyxie, l'endoscopie rigide sera glissée par voie orale, sans anesthésie. En général, on réalise un geste de sauvetage sans anesthésie, une endoscopie introduite dans les voies respiratoires. On tente l'extraction rapidement pour essayer de sauver le patient avant l'apparition de complications ou l'aggravation ou le décès. Si l'enfant n'est pas asphyxique, il faut réaliser une endoscopie réglée au bloc opératoire sous anesthésie générale avec, bien sûr, sans intubation, car l'intubation peut mobiliser le corps étranger. En endoscopie, de façon classique, on se sert d'aspirateur et de différentes pinces. Il y a plusieurs pinces. On peut utiliser dans les situations d'urgence catastrophique, on peut utiliser le matériel qu'on trouve à côté. L'essentiel, c'est de libérer les voies respiratoires, d'extraire le corps étranger ou de le pousser dans une branche pour libérer au moins un poumon pour permettre une respiration et sauver notre patient. Voilà la fibroscopie avec un canal opérateur qu'on peut utiliser pour extraire le corps étranger. La position en général, c'est des patients en position demi-assise. On introduit notre fibroscope et on fait une exploration des voies respiratoires et l'extraction du corps étranger. Là, c'est les tubes qu'on utilise en général sous anesthésie générale. Là, le patient, il est couché, c'est des patients sous anesthésie générale. On utilise notre fibroscope. On peut s'aider avec des endoscopes. On utilise nos bronchoscopes. On utilise des pinces spéciales, des pinces à mort crocodile pour prendre le corps étranger. Et une fois qu'on a fait une bonne prise du corps étranger, on extrait le tout pour permettre une libération de toutes les voies respiratoires et ne pas déplacer le corps étranger d'une branche à une autre. La prévention, elle repose sur une information à 3 niveaux. D'abord, en milieu médical, en milieu scolaire et en milieu familial. En milieu médical, des signes bronchopulmonaires non expliqués à répétition doivent alerter les soignants et bien sûr rechercher cette notion de syndrome de pénétration, cette notion de corps étranger et réaliser une endoscopie pour permettre le diagnostic et l'extraction de ces corps étrangers. En milieu scolaire, c'est d'apprendre à la population en général et aux enfants en milieu scolaire les manœuvres de sauvetage, la manœuvre d'Emlich particulièrement, mais leur apprendre également quand est-ce qu'on utilise cette manœuvre et quand est-ce que c'est dangereux d'utiliser cette manœuvre. Il ne faut pas l'utiliser à tous les cas. Il faut bien sûr choisir les moments pour l'utiliser, sinon on risque d'aggraver la dyspnée ou on risque d'aggraver l'asphyxie du patient.
En milieu familial, il faut s'abstenir de laisser apporter des petits-enfants des cacahuètes ou des jouets dangereux, les petits jouets dangereux. En particulier, la législation a prévu pour ces jouets, sur les emballages déjà, on a les âges qui permet pour l'utilisation de ces jouets en général au-delà de 3 ans. En conclusion, il faut absolument informer les parents des risques encourus par l'enfant qui ingère un corps étranger. C'est un risque qui est majeur. Le risque, c'est la vie, c'est le décès par asphyxie. Un syndrome de pénétration rapporté devrait faire adresser immédiatement l'enfant en milieu spécialisé pour réaliser une endoscopie, diagnostiquer ces corps étrangers et les extraire le plus tôt possible dans les meilleurs délais pour éviter l'apparition de complications qui sont irréversibles. Et je vous remercie pour votre attention.